Alors les petits potes, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à mes anciens book hauls. Et je vais devoir lire les livres que j'ai achetés il y a 2 ans. Oui, nous sommes toujours dans cette espèce de challenge où je regarde mes book hauls d'il y a 2 ans et j'essaye de lire les livres que je n'ai pas lus depuis ce moment. Autant vous dire que c'est très souvent un échec, hein, même de mon côté. Mais bon, aujourd'hui, on va faire les mois de février, mars et avril 2019. Et 2019, c'est l'année où j'ai commencé à arrêter d'acheter autant de livres. Donc potentiellement, je peux y arriver cette fois. Et j'aimerais faire descendre ma palle d'une centaine de livres, genre arriver à une centaine de livres dans ma palle à la fin de l'année. Je me suis acheté An Illustrated History of Notable Shadowhunters and Denizens of the World de Cassandra Clare. Une de mes meilleures amies m'a offert Confession d'un masque de Yukio Mishima, qui apparemment parle de l'homosexualité d'un jeune ou pas, hein, japonais dans les années 30-40. Et je pense que ça va être très intéressant. J'ai aussi acheté d'occasion Les Hommes Protégés de Robert Merle, qui sont une espèce, enfin c'est une espèce Pas lu. Et donc j'ai reçu un livre qui vient à peine de sortir, qui est Circle of Shadows de Evelyn Sky. Il était plus ou moins dans... Ah, il y a une vidéo spéciale pour mes achats de mars, donc on va regarder ça. Le premier livre que j'ai acheté, je l'ai déjà lu, vous l'avez vu dans mon bilan du mois de mars. Il s'agit de On the Come Up de Angie Thomas. Du coup, j'ai acheté une parution de février-mars, enfin en tout cas début 2019, qui est Internment de Samira Ahmed. J'ai acheté 2 livres à Livre Paris. J'ai acheté le 2e tome des Chroniques Homérides de Alison Germain. J'ai acheté seulement un 2e livre à Livre Paris. J'ai pas énormément craqué, je sais pas comment j'ai fait. Je me suis retenue, mais après j'ai craqué la semaine d'après au Furet du Nord, donc... il valait mieux que je craque pas. Et j'ai pris un livre qui m'a été vendu comme une tragédie shakespearienne avec de la fantaisie, qui était aux éditions de L'Homme sans nom, qui s'appelle Que passe l'hiver de David Bry. Oui, je l'ai lu. Et les 3 derniers livres que j'ai achetés en ce mois de mars, c'était mon craquage au Furet du Nord. Voilà. J'ai acheté le tome 2 de la saga The Mortal Instruments, City of Ashes de Cassandra Clare. Et l'ai lu bien sûr. J'ai trouvé le tome 6 en format poche. J'ai acheté son nouveau livre qui est The Quiet at the End of the World. Je ne l'ai pas lu évidemment. Ok, donc on a fini sur le book haul de mars. On va passer rapidement aux achats d'avril. J'ai acheté effectivement Girls on the Verge. Je l'ai acheté j'ai acheté Watch Us Rise avec Audible. Et je suis en train de les... On a Le Problème à 3 corps et Espace lointain. Le Problème à 3 corps est lu. Espace lointain n'est pas lu. Les Hommes Protégés, j'ai seulement 3 livres à lire. Ça devrait aller. On a donc The Quiet at the End of the World de Lauren James, qui est science-fiction un peu post-apo. Même ambiance, science-fiction un peu post-apo avec Les Hommes Protégés de Robert Merle. Et puis ici on a à nouveau de la science-fiction je crois, avec Espace lointain de Jaroslav Melnik. Et je crois que c'est du lituanien, donc ce sera hyper cool d'avoir un peu de diversité on va dire, avec une autrice américaine, un auteur français et un auteur lituanien, donc ce sera assez top. Écoutez, je vous retrouve quand j'ai lu ces 3 livres. Et oui, je suis déjà de retour pour vous parler de ces 3 livres parce que j'ai enfin réussi mon pari de faire ce book haul check-in. Sans plus attendre, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces 3 livres. On commence avec Les Hommes Protégés de Robert Merle. Oh là là, ce livre. Alors, dans Les Hommes Protégés de Robert Merle, on est en 1975 et on va suivre le docteur Martinelli qui découvre qu'il y a qu'il y a plusieurs cas d'encéphalite dans la ville, je crois qu'il est à Washington, et il en conclut que c'est un virus, un nouveau virus mondial, pandémie mondiale, super, mais qui de manière très étrange ne concerne que les hommes, hommes avec un petit H, hein, voilà, les individus de sexe masculin. Les hommes disparaissent au fur et à mesure, en tout cas aux États-Unis, puisque c'est un français mais qui est écrit sur les États-Unis, c'est assez drôle, voilà. Et donc on a ces fameuses catégories qui s'appellent les hommes protégés, et c'est souvent des scientifiques qui sont utiles à la recherche, qui vont être protégés, qui vont être au confinement, on va dire, hein, dans une enclave un peu où voilà, le virus entre guillemets ne peut pas rentrer parce qu'ils font super gaffe.
Et donc ces hommes sont protégés parce qu'ils sont censés continuer à travailler sur découvrir un vaccin. Alors, comment vous dire que le docteur Martinelli est censé chercher un vaccin? Bah, il passe plus de temps à se préoccuper de son pénis, est-ce que son pénis va être utilisé, va être utile dans les jours à venir, etc. À quoi ressemblent ses collaboratrices, voilà. Il a un peu les hormones en folie, on va dire, et il ne pense qu'à ça. Littéralement. S'il s'était vraiment intéressé à son vaccin, je pense que l'histoire aurait été pliée en 50 pages. Hein. Parce qu'apparemment c'est un scientifique de génie, mais voilà, il a des petits soucis et il faut se rappeler qu'on est en 1975, donc c'était chaud. Hein. Au niveau de la déconstruction, peut-être que pour l'époque c'était pas mal. Maintenant j'étais là en mode mais... L'auteur explore et exprime très clairement la peur du déclassement des hommes due à la seconde vague de féminisme probablement. On est quand même, enfin c'est assez, voilà, et la libération sexuelle des années 68 en théorie. Donc je pense qu'il y a une corrélation vraiment entre les deux parce que là on a cette peur du déclassement total, c'est-à-dire tout d'un coup un homme qui imagine mais si les femmes étaient au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'on deviendrait nous, quel serait notre rôle, alors que leur seule chance de survie est la castration chimique, beaucoup refusent pour rester entier. C'est le concept même de virilité, de masculinité qui est remis en question par ce geste pourtant salvateur. Et donc que deviennent les relations hommes-femmes si la sexualité et le désir n'y ont plus la place prépondérante? Notre personnage principal se félicite souvent que certaines femmes soient encore attirées par son aura dominatrice alors que ses collaboratrices lui disent pourtant que son flirt, ses petits sourires n'ont pas leur place dans leur laboratoire. Très homophobe, hein, voilà. On a quelques personnages, du coup on a 2 lesbiennes je crois, et même du coup la fameuse Sarah Bedford qui est cette féministe dure, en fait elle est lesbienne et ça ne passe pas quoi, ça ne passe pas du tout. Si encore ce serait une femme hétéro qui serait à la tête, mais là c'est une femme lesbienne, alors forcément les anti-hommes forcément les détestent, le phallus, le pénis, etc. Et tous les porteurs de pénis, et oh mon dieu, mais vraiment, mais... Oh là là, ça en devenait rigolo parce que c'était ridicule à souhait. Et vraiment on a des passages avec la méchante, la grande méchante de ce livre est bi, évidemment, bien évidemment, et donc elle dit de ces trucs, elle dit à sa copine lesbienne: vous n'avez quand même pas la prétention de m'apprendre ce qu'est un orgasme, vous dont le vagin n'a jamais ondulé autour d'un pénis. Mais déjà notre petit docteur Martinelli il nous dit dès le début qu'il ne croit pas que le plaisir est clitoridien, et là tu fais bon. Excuse-moi docteur, excuse-moi, c'est vrai, nous sommes dans les années 70. Mais c'était parsemé de petites phrases quand même qui pouvaient être plus ou moins intéressantes, notamment combien commode et combien facile de se résigner à une injustice quand on en bénéficie. Et bon là du coup c'était une critique sur les femmes qui, comment dire, qui se disent bon bah oui il y a une injustice envers les hommes mais bon c'est comme ça, et lui il est là oui mais vous en bénéficiez, c'est pour ça que voilà vous pouvez vous résigner à cette injustice. Et bah, ça fait totalement écho à la classe dominante qui se dit oh oui il y a des injustices, bon, c'est pas grave parce que bah, les personnes en bénéficient quoi. Donc bon, le truc c'est qu'on est censé se dire oh là là, les féministes, qu'est-ce qu'elles feraient si elles étaient au pouvoir, il faut avoir un peu peur et tout, les pauvres hommes qui vont être déclassés, ils auront plus aucune utilité, ils vont tous perdre leur travail et leurs privilèges. Alors qu'en vérité, bon, ça se passerait pas forcément comme ça et on est dans une science-fiction, hein. Voilà, c'est de la science-fiction les gars. J'ai enchaîné avec un autre livre qui parle d'un virus qui a décimé la population mondiale parce que pourquoi pas, c'est ce que je voulais lire il y a 2 ans. Je ne me doutais pas évidemment qu'on serait en pleine pandémie mondiale quand je lirais ça. Il s'agit de The Quiet at the End of the World de Lauren James. On est en 2167 je crois, ou 2107, et on va suivre Laurie et Shane qui sont les personnes les plus jeunes de la planète. Ce sont les 2 derniers êtres humains et en fait parce qu'il y a un virus dont on ne sait pas du tout la provenance qui fait que tout le monde est devenu infertile. Plus aucun être humain ne peut se reproduire. Il y a eu quelques bébés qui sont nés, du coup ça c'était en 2024 au moment où le virus a frappé.
Et il y a quelques bébés qui sont nés après, on va dire 2024, les enfants qui devaient être, comment dire, conçus avec une PMA ou avec la FIV, etc. Tout ça. En gros, de la reproduction assistée. Et c'est comme ça qu'ils avaient réussi à conserver un semblant de population de naissance. Mais là on arrive aux deux derniers jeunes personnes qui sont en vie et qui sont nées il y a 17 ans. Donc voilà, les deux jeunes ont 16 et 17 ans. Et ce sont les derniers de leur espèce, de l'espèce humaine, voilà. Oh mon dieu, mais vraiment, c'est assez angoissant, mais eux ils sont pas trop angoissés, franchement, ils se sont fait à l'idée parce que du coup ils sont élevés par des vieillards, hein, très clairement. Les personnes, leurs parents ont entre 75 et 80 ans à peu près. Et donc ils les élèvent, ils leur font des cours de survie mais aussi des cours de littérature, des cours etc. d'histoire et parallèlement tout le monde est scientifique et cherche un moyen de contrer ce virus et personne n'a jamais trouvé et tout le monde est mort sauf cette communauté du coup qui vit à Londres et qui protège ces deux jeunes adolescents en les élevant et en pensant que bientôt ils seront plus que tous les deux sur cette terre. On va suivre ces deux jeunes personnes qui sont meilleures amies du coup et qui sont à la recherche de trésors un peu cachés de l'ancienne civilisation dans les égouts de Londres et donc c'est assez fun parce qu'on peut vraiment visualiser Londres et c'est top sauf que c'est Londres complètement désert, il n'y a rien du tout, ce qui est assez gênant par contre et malaisant. Mais on va suivre ces deux jeunes gens dans leur quotidien. Il va y avoir un élément perturbateur bien sûr à peu près au premier quart du livre qui va compliquer un peu la chose et leur société on va dire. Et eux on va être dans une réflexion autour de qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'appartenir à l'espèce humaine, qu'est-ce qu'on peut sacrifier, qu'est-ce qu'on devrait sacrifier pour rester en vie, pour continuer à faire se reproduire des gens ou je ne sais quoi. Bref, c'était vraiment hyper intéressant et on suivait aussi deux temporalités différentes. On suivait un personnage en 2024 et on la suivait grâce à des posts Facebook ou sur des réseaux etc. en général que eux, du coup les jeunes de 2107 pouvaient retrouver puisque l'internet existait encore et donc au fur et à mesure on découvre cette espèce de secret, cette espèce de truc vraiment étrange. Et ce que j'adore avec Lauren James, j'avais déjà lu The Loneliest Girl in the Universe et à chaque fois on part d'un postulat qui est en rapport avec la nouvelle technologie, avec l'ingénierie, avec l'espace, etc. Donc qui est un peu original quand même, mais on pourrait se dire ok ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et à chaque fois moi je me fais embarquer et je me fais retourner le cerveau et je ne vois jamais rien venir. Et je suis là en mode mais c'est pas possible. Et toutes les révélations sont des illuminations pour moi et je trouve que Lauren James ménage bien son rythme, elle écrit d'une manière hyper fluide. Je pense que vous pouvez absolument lire ses livres en anglais parce que c'est plutôt facile, on va dire plutôt abordable. Et pourtant nous fait réfléchir à des problématiques assez profondes. Qu'est-ce que c'est la solitude, qu'est-ce que c'est qu'être humain, etc. Vraiment on tourne fondamentalement autour de ces thèmes avec elle et puis aspirer comment dire à autre chose, l'espace qui est quand même quelque chose d'assez fascinant et dont elle parle dans The Loneliest Girl in the Universe, ici dans une société post-apocalyptique avec la reproduction qui n'existe plus, qui ne peut plus se faire et donc la perspective d'être la seule personne restante sur Terre. Oui, cette perspective est très malaisante et très gênante et anxiogène. Voilà, je vous dirais pas que ce livre n'est pas un petit peu anxiogène, bien sûr il y a des moments où j'étais un peu en mode là. Mais les personnages ne se laissent pas aller vraiment à l'anxiété et on n'est pas dans genre le spleen total et tout, genre ils sont en PLS par terre en mode voilà, donc ça aide. Mais c'est vrai que je trouve que Lauren James ménage très bien ses effets et encore une fois j'ai été choquée, j'ai été surprise par les retournements de situation. Donc je vous recommande énormément celui-ci. Et on en arrive au dernier livre de ce book haul check-in. Il s'agit de Espace lointain de Jaroslav Melnik qui est donc un auteur lituanien. Donc on est dans de la science-fiction lituanienne et c'était assez intéressant. Le postulat de base
encore une fois, c'est que à Mégapolis, tous naissent aveugles et les habitants dépendent de capteurs acoustiques et le verbe voir ne fait plus partie du vocabulaire. Jusqu'au jour où Gabre recouvre la vue et terrifié parce qu'il prend pour des hallucinations, il se rend au ministère du contrôle où on lui diagnostique une psychose de l'espace lointain. On est un peu dans une dystopie orwellienne un peu parce que justement avec des mots qui disparaissent et qui permettent de contrôler les gens, de contrôler la manière dont ils perçoivent leur environnement, puisque souvent on a besoin de mots pour formuler ce qu'on ressent, pour formuler ce qu'on voit, etc. Et là, pour le coup, il y a pas mal de mots de vocabulaire qui ont été enlevés et qui aussi restreignent la liberté de personnes et leur champ d'action encore plus que le fait d'être aveugle en fait. C'est la restriction du vocabulaire qui est la plus choquante peut-être et la plus définitive on va dire. Et donc on a ce fameux personnage principal qui va tout d'un coup recouvrer la vue, il est le seul, bien sûr il pense que c'est des hallucinations, au bout d'un moment il se rend compte que non c'est pas des hallucinations, mais personne ne veut le croire et voilà, ils veulent l'interner et tout. Ça a été une lecture assez compliquée parce que ce personnage principal est l'un des personnages les plus cons que j'ai lus de ma vie. Tout le monde le prend pour un fou, jusque là bon voilà, il rencontre le chef de la résistance qui lui dit tais-toi, ne dis plus rien à personne parce que tout le monde te prend pour un fou, donc plutôt que de montrer aux gens qu'il y a une différence à propos de toi, réintègre la société normalement, la société voilà des aveugles, et au fur et à mesure essaye de la détruire de l'intérieur en fait. Et lui non, il raconte à tout le monde qu'il peut voir, et toi tu es là, mais tu n'as pas entendu, Et alors il leur raconte tellement à tout le monde qu'au bout d'un moment sa copine, il lui dit 15 fois. Sa copine se dit il est fou, elle appelle la police, elle appelle l'hôpital, ils viennent le chercher, ils viennent l'interner. Ça c'est les premiers chapitres. Hein. Il réussit à s'échapper. Et là il recommence. Et je me dis mais c'est pas vrai, t'as rien appris, t'es bête ou t'es bête. Donc bon, ça a été un peu compliqué de lire la moitié de ce livre, hein, parce qu'on était très concentré sur le personnage de Gabre. Et au fur et à mesure, il lui arrive des choses plus intéressantes et on s'éloigne un peu de lui en tant que lui-même et on a vraiment des considérations philosophiques sur, comment dire, sur ces mondes, etc. On apprend qu'il y a un secret assez... et je peux pas vous en parler parce que sinon ça vous gâche quand même cette lecture. Dans la quatrième de couverture, on nous compare ça avec le mythe de la caverne et c'est littéralement ça. Est-ce que c'est toujours bon de savoir la vérité? Quel genre de pouvoir a la vérité? Est-ce que c'est vrai qu'il faut mieux laisser le statu quo en pensant que justement tout le monde est content et tout le monde se complaît plus ou moins dans son bonheur personnel, et en se disant que oui bien sûr les personnes oppressées veulent rester dans ce, comment dire, dans ce cas de figure et sont heureux à leur manière, etc. Tu pouvais vraiment faire pas mal de parallèles entre tous les types d'oppression en disant non mais en fait ils sont pas vraiment comme nous donc c'est normal qu'ils restent entre eux et c'est normal qu'ils aient des jobs beaucoup moins bons que les nôtres, c'est parce qu'ils sont différents en fait, et nous on doit garder notre pureté raciale, on doit voilà, on ne peut pas leur dire la vérité parce que ça leur ferait trop de mal, et en gros infantiliser complètement toute cette population aveugle qu'ils gouvernent, et eux être là en mode bon samaritain et dire mais si on ne faisait pas ça, eh bien comment est-ce qu'ils feraient? Ils seraient totalement perdus. Et alors on peut faire bien sûr un parallèle total avec même nos sociétés de nos jours quoi. Ce livre du coup est très juste dans ce qu'il dit sur les classes dirigeantes et les classes populaires, on va dire les classes ouvrières même, et sur non mais tout va bien, personne ne veut changer ce système. C'est assez dingue à quel point j'ai trouvé Espace Lointain vraiment intelligemment mené et comment dire, et juste dans ce qu'il proposait de philosophie. Malheureusement du coup pour moi ça pêchait vraiment au niveau de la narration au début, en tout cas la moitié quand même, et au niveau des personnages qui sont franchement inintéressants. Pareil pour la moitié, Gabre est un personnage principal inintéressant au possible, vraiment nul. Je suis vraiment hyper contente d'avoir continué à lire ce livre parce que je voulais le finir pour cette vidéo, sinon je pense que je l'aurais arrêté parce que 200 pages où tu te fais chier quand même, c'est dingue, mais les 200 dernières pages rattrapent tellement voilà, ce livre que franchement je le recommande
fait je le recommande vraiment quoi. Alors qu'au début j'étais vraiment pas partie pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée, merci de continuer à suivre cette série sur mes book haul check-in. Ça me fait énormément plaisir de les faire, même si c'est un petit peu de stress des fois pour moi. Mais j'aime bien le résultat et j'aime bien sortir enfin des livres de ma pile à lire. Dites-moi dans les commentaires si, voilà, si certains de ces livres vous tentent, si vous aimez bien ce concept toujours de lire des livres achetés il y a 2 ans, quand est-ce que vous lisez vos livres, est-ce qu'ils attendent 10 ans dans votre palle comme moi, ou est-ce que vous les lisez dès que vous les achetez, ce qui est tellement parfait. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.